Retour dans Christine Kelly et vous, nous allons parler du Salon de l'Agriculture qui a ouvert dans un climat sous tension. Le Premier ministre se rend sur place aujourd'hui. Emmanuel Macron a inauguré cette 62e édition sous haute sécurité, sans la traditionnelle rencontre avec certains syndicats qui ont boycotté. Une rixe a éclaté hier soir entre exposants et visiteurs. Et pendant ce temps, la ferme France doute. Nous importons 50% de nos fruits et légumes, 45% de notre poulet, souvent sans réciprocité des normes. La moitié des agriculteurs partira à la retraite d'ici 2030 entre distorsion de concurrence, transmission incertaine, adaptation climatique sous-financée. Une question qui nourrira la France de demain. Nous avons dans le studio d'Europe 1 Xavier Desmet, éleveur de brebis depuis 3 ans, qui est dans le studio d'Europe 1. Nous avons aussi Marie Gauthier qui cultive des céréales, qui est elle aussi dans le studio d'Europe 1. Et d'abord, nous avons la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, que nous aurons en ligne d'un instant à l'autre. Elle est en ligne avec nous. 01 80 20 39 21 si vous voulez intervenir dans l'émission Europe 1, il est 12h34. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Bonjour Madame la Ministre Annie Genevard, merci d'être en direct. Bonjour Christine Kelly. Merci beaucoup, merci d'être en direct sur Europe 1. Ce Salon de l'Agriculture, cette 62e édition, est-ce une édition, comment vous définiriez cette édition? Une édition triste, sans vache, violente, avec l'agression hier. Quelle est la particularité de cette 62e édition, Madame la Ministre? Alors elle n'est pas triste, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de familles. Hier, les allées étaient pleines de familles, d'enfants qui venaient à la découverte des animaux. Plus de 3000 animaux cette année au salon. Alors c'est vrai, il n'y a pas de bovins, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes à voir. Et le climat est bon. Et pour ce qui est de la rixe, c'est un épisode tout à fait marginal qui s'est produit hier, mais qui ne reflète pas du tout l'ambiance. Moi, je vais de stand en stand, de profession en profession, et je vois beaucoup de fierté de ces agriculteurs, de ces éleveurs qui ont envie de parler de leur métier, qui est difficile, on le sait, particulièrement pour certaines productions. Vous avez une céréalière sur votre plateau et je sais combien la situation est difficile pour eux. Mais pour ce qui concerne l'élevage, vous voyez, les éleveurs sont là, même s'il n'y a pas de bovins. Il y a des éleveurs d'ovins. J'ai vu beaucoup de jeunes bergers qui ont envie de partager leur passion avec les Français qui viennent nombreux, qui se pressent dans les allées du salon. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, merci d'être en direct sur Europe 1. Une question, qu'avez-vous envie de répondre à mes intervenants, à qui je donnerai la parole dans un instant? Xavier Desmet, éleveur de brebis, avec Marie Gauthier, effectivement, céréalière, qui sont là pour appeler un sursaut. Et je sais que vous êtes d'accord avec ce sursaut, avec ce réveil, avec cette souffrance des agriculteurs. Madame la ministre, on a l'impression que ce n'est pas possible de répondre concrètement à leurs attentes, que ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas de solution concrète. On dirait qu'on reste tout le temps dans l'incantation théorique, mais qu'on n'arrive pas à apporter des solutions concrètes à notre agriculture française, Madame la Ministre. Moi, je pense qu'il faut être dans le sursaut, dans les mots et dans les actes. Et depuis que je suis à la tête de ce ministère, je n'ai eu de cesse de chercher des solutions. Et vous voyez, le nom du salon cette année, c'est Génération Solutions. Oui. Génération, parce qu'il nous faut travailler sur le renouvellement des générations. J'étais avec les représentants des jeunes agriculteurs, là, juste avant notre interview. Et vous ne pouvez pas imaginer la volonté, le dynamisme et la détermination qui est la leur pour se battre pour la souveraineté alimentaire, se battre pour faire émerger des projets de stockage de l'eau, de construction de bâtiments d'élevage. Simplement, il faut lever les contraintes et je m'y emploie méthodiquement. C'est difficile parce que notre société a construit au fil des années, des décennies, des tas de complexités. C'est difficile parce qu'il faut que la société française reconnaisse la qualité extraordinaire de notre agriculture, la qualité de nos agriculteurs, soit davantage à l'écoute de leurs besoins, de leurs attentes. Il faut les laisser produire de l'alimentation, faute de quoi, demain, dans nos assiettes, il n'y aurait que des produits importés, et ça, ce n'est pas possible. Je rappelle quand même que l'agriculture française est la première agriculture de l'Union européenne, et qu'on doit en être fiers.
On doit en être fier. Vous parlez de fierté des agriculteurs, vous parlez de lever des contraintes. Vous vous appelez, vous aussi, aux Français à consommer français. Mais Madame la Ministre, moi je suis une Française, j'ai peu d'argent, j'ai des enfants à nourrir. Moi j'ai une viande qui vient de l'étranger, qui coûte moins cher. Je saute dessus. Vous comprenez, Madame la Ministre, c'est compliqué au quotidien d'appeler les Français à ce sursaut effectivement pour le Made in France, pour la consommation française, on va dire. Et pour autant, les tarifs ne sont pas là, les prix n'aident pas en ce sens. Ça sera ma dernière question, Madame la Ministre. Alors, je crois que, bien sûr, on doit tous être attentifs au pouvoir d'achat, mais les produits français ne sont pas nécessairement plus chers. Ça, c'est la première remarque que je voudrais faire. Quand on achète en circuit court, quand on achète local, on n'achète pas forcément plus cher nos fruits, nos légumes ou notre viande ou nos fromages. Deuxièmement, il faut que nos producteurs et nos transformateurs s'intéressent aussi aux produits de cœur de gamme, pas seulement le haut de gamme. Moi, je ne veux pas d'une agriculture et d'une alimentation à deux vitesses, c'est-à-dire le haut de gamme pour les Français qui en auraient les moyens et les produits importés pour tous les autres. Donc, on doit orienter une véritable, rediriger une stratégie de production alimentaire et en redonnant de la compétitivité à nos exploitations, à notre industrie agroalimentaire, on redonnera aussi des marges de manœuvre pour les consommateurs français. Redonner la compétitivité à nos exploitations. Merci. Merci Christine Kelly, merci. Merci beaucoup Madame la Ministre. Toutes mes amitiés à vos invités. Merci beaucoup Madame la Ministre, on va leur donner la parole effectivement. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1, Madame la Ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Qu'en répondez-vous, Marie Gauthier, vous qui êtes céréalière, à ces propos de Madame la Ministre, redevenir, renouer avec la compétitivité, redonner la compétitivité à nos exploitations, la fierté des agriculteurs, lever les contraintes, consommer français. Marie Gauthier en direct sur Europe 1, vous cultivez des céréales ainsi que des légumes de plein champ et de la pomme de terre. Vous êtes membre du collectif L'Appel au sursaut. Exactement, merci de me donner la parole. Effectivement, nous, avec notre collectif, on appelle au sursaut parce que, en fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la ministre, le Premier ministre, le Président de la République font beaucoup de promesses aux agriculteurs. Ça fait 2 ans que ça dure. Et la réalité, c'est que, en fait, on n'a plus le temps. On nous dit la génération prochaine, elle nous parle des JA, de la génération prochaine. La réalité, c'est que l'agriculture française, elle peut mourir à moins d'une génération aujourd'hui. Donc, il va falloir quand même que le temps s'accélère singulièrement du côté des politiques, parce que ça ne va pas être possible. Quand elle nous dit que c'est difficile parce que les textes de loi nous enserrent de plus en plus, elle a raison. On nous a mis il faut lever des contraintes. Il faut lever des contraintes. Ce que dit Madame la Ministre. Elle nous dit, mais la réalité, c'est que elle nous le dit, mais ce n'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, à la suite des manifestations de cet hiver, on nous a promis que le MACF, le fameux dispositif de taxe sur les engrais, serait levé. Elle n'arrive pas à le négocier au niveau de l'Europe. On nous dit que la loi d'urgence agricole va arriver, mais il y a plus d'urgence dans cette loi. Elle va arriver en octobre, après le prochain budget. Mais en fait, on est encore en train de nous balader. Marie Gauthier, céréalière en direct sur Europe 1, qui fait partie du membre du collectif L'Appel au sursaut. Xavier Desmet, vous aussi, vous faites partie de cet appel au sursaut. Vous êtes éleveur de brebis depuis 3 ans. Que faut-il faire? Là, on voit Madame la Ministre. J'ai l'impression effectivement qu'elle a envie de vous aider, qu'elle n'a pas les moyens, que ça la dépasse et que vous êtes dans l'urgence. Quand vous appelez au sursaut, qu'est-ce que c'est concrètement? Bonjour d'abord. Le sursaut, c'est quelque chose d'important et aujourd'hui, c'est un sursaut, c'est un réveil parce que l'agriculture française et les agricultures françaises sont en danger. La durabilité de nos fermes repose sur 3 piliers. Il y a un pilier qui est essentiel, n'en déplaise à Madame Rousseau, c'est l'économique. On a des revenus qui sont très aléatoires, on ne décide pas des prix sur nos produits et on ne décide pas de notre prix de vente. Donc on ne peut pas vivre sans argent. Le deuxième point, c'est les différents aléas. Aujourd'hui, on a différents aléas qui sont plus fréquents et plus intenses. C'est-à-dire qu'on a des aléas climatiques, on a des aléas sanitaires, économiques, voire politiques. Et le dernier élément, c'est l'aléa humain. Comme la ministre l'a déjà dit,
On était 1 million d'agriculteurs il y a 25 ans. On est moins de 400 000 aujourd'hui. Qui va reprendre les fermes? Et on est vraiment en danger parce que la balance commerciale de l'agriculture et l'agroalimentaire, c'était 6 milliards d'euros en 2023. 4 milliards et demi en 2024. On est à peine à l'équilibre cette année. Marie Gauthier, Xavier Desmet, en un mot, que faut-il faire? Que réclamez-vous à l'heure qu'il est? Il est 12h43, nous sommes en direct sur Europe 1. Une phrase. Une phrase, aujourd'hui, c'est tout à fait possible de lever un certain nombre de contraintes par décret et par loi. La loi d'urgence, elle doit être une loi d'urgence. Donc c'est dans les mois qui viennent. Le MACF, il faut qu'il soit levé, qu'il soit vraiment suspendu. Aujourd'hui, l'enjeu, on a parlé dans le journal juste avant vous de la guerre. Oui. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on soit capable de nourrir nos concitoyens dans une situation internationale extrêmement tendue. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable de dire ça? Marie Gauthier, en direct sur Europe 1, à Céréalière. Le dernier mot, Xavier Desmet. Le sursaut ne doit pas être décalé, comme la ministre, là. C'est pas une génération, le mur est droit devant nous. On est dedans. Très rapide, il est dedans. Ça peut aller très très vite. Il faut vraiment se réveiller maintenant, pas dans 10 ans. Merci beaucoup à vous, Marie Gauthier. Merci Xavier Desmet, agriculteur venu dans le studio d'Europe 1, pousser ce coup de gueule pour ce sursaut, cet appel au sursaut pour l'agriculture française. Alice Cordier dans le studio de Némésis, Yona aussi de Némésis. Un dernier quart d'heure pour cette marche pour Quentin. Et avec le collectif Némésis, on en parle tout de suite sur Europe 1. Ne bougez pas, Christine Kelly-vous revient dans un instant pour ce dernier quart d'heure d'émission 01 80 20, en chef du site Boulevard Voltaire, Nicolas Faure, éditorialiste politique, Yona du collectif Némésis et Alice Cordier qui vient de nous rejoindre, directrice du collectif Némésis. Oui, Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, est dans le studio avec nous. Vous avez participé à la marche pour Quentin. Vous avez été au cœur de toute cette émotion qui a commencé avec la mort de Quentin. Quelle est votre émotion, justement, du moment par rapport au traitement médiatique, par rapport à la façon dont vous avez été vilipendé, par rapport au traitement politique, par rapport au traitement de la jeune garde? Quel regard portez-vous à 12h48 sur Europe 1? Alice Cordier. C'est assez difficile parce que depuis le drame qui est survenu il y a maintenant 10 jours, on assiste à chaque fois à un rouleau compresseur de la part de l'extrême gauche qui essaye d'imposer son propre récit, sa propre version des faits, et ça pour absolument tout. Donc on a un Quentin qui d'abord était un militant néo-nazi, il a fallu qu'on récupère son casier pour voir qu'en fait il n'avait pas de casier, qu'en fait il était plutôt investi dans la vie de sa paroisse et que c'était plutôt un intello plutôt qu'un gros bras. On a eu l'histoire de la Rix avec 15 secondes du Canard enchaîné qui ont été diffusées hors contexte. On se rend compte qu'en fait ils ont volontairement tronqué une partie où on voit un jeune se faire lyncher, et d'ailleurs ils ne mettent pas non plus le tout début où visiblement, et l'enquête le dira, c'est eux qui se font agresser et la vidéo montre qu'ils se défendent. On a ça, on a la famille de Quentin évidemment qui, elle, on a essayé évidemment de leur chercher des noises avec des journalistes à attendre devant chez eux toute la journée. On a des journalistes qui veulent, malgré le fait que la famille refuse, certains veulent aller couvrir son enterrement, alors que eux cherchent justement une intimité la plus stricte au vu de la couverture médiatique qu'il y a eu. Et puis il y a les participants. On a essayé, nous on a des médias du service public notamment, pour ne pas les citer, qui dès que c'est arrivé, on cherchait à plus en savoir sur le profil de Quentin que sur les faits qui s'étaient vraiment passé, que sur le drame. Et puis il y a nous. Maintenant, on est accusé depuis aujourd'hui par l'humanité d'organiser des guet-apens pour faire tomber des militants d'extrême gauche. Alors ils se basent sur un échange crypté sur une messagerie Telegram avec à base de pseudo, on ne sait pas qui est qui, et une militante dirait que voilà, nous organiserions des guet-apens. Alors on n'a jamais fait l'objet d'enquête ou de quoi que ce soit vis-à-vis de ça, mais apparemment l'humanité c'est mieux l'enquête que nous. Et c'est un peu ça qui est difficile, je trouve, depuis 10 jours, c'est qu'on est face à des gens qui imposent des vérités, leur réalité qu'ils ont envie d'imposer parce qu'ils se rendent compte. Fausses informations. Tout à fait, qu'ils perdent, ils sont en train de perdre les pédales. Perdre les pédales, mais peut-être gagner, justement, Gabriel Cluzel, gagner dans le récit médiatique. C'est incroyable parce que ça imprègne quand même. C'est une vieille règle, hein. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Il y a une règle de gauche d'ailleurs. Et moi, je trouve que c'est soviétique comme façon de faire. Donc, on se rend compte qu'il y a en plus une grosse caisse médiatique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médias qui
qui se font l'écho de tous ces mensonges. Et mine de rien, pour des gens qui ne sont pas très politiques ou qui ne regardent pas dans les détails, tout le monde n'a pas le temps. Hein. Nous, c'est notre métier, donc on regarde dans les détails et on se dit non, mais c'est complètement incohérent, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Mais les gens qui n'ont pas le temps, ils se disent ah bon, Quentin était un néo-nazi, ah bon, c'était des fascistes à cette marche, ah bon, les filles de Némésis. Donc voilà, c'est ça la vérité. Mais moi, honnêtement, ça me révolte. Le mensonge, c'est révoltant. Rappelons que ce pauvre Quentin, il n'est pas encore enterré, vous l'avez dit, ce sera demain. Est-ce qu'on ne peut pas convenir d'être un peu respectueux et rétablir la vérité? Nicolas Faure, éditorialiste politique. Ensuite, Alice, je vous redonne la parole. Oui, ce mensonge de la gauche est absolument terrible. J'ai du mal, pareil, à savoir exactement ce qu'il en est. Est-ce que ces gens qui mentent, parce qu'effectivement, Quentin, on l'a dit, alors catholique, homme plutôt intellectuel qu'autre chose, et surtout, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, métis. Et on en fait un guerrier arien, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Et malgré tout, on a ce mensonge-là qui s'impose. Alors, les élus LFI et compagnie, je pense que je vais me permettre ce terme. J'espère que ça ne me sera pas trop reproché, mais ce sont des salauds quand ils font ça, j'en suis sûr et certain. Par contre, ceux qui se font l'écho de ces mensonges évidents, comme on peut le voir dans certains médias, etc., sont-ils idiots ou est-ce de la malveillance? J'en sais rien, mais c'est effectivement insupportable. Yona, vous qui êtes du collectif Némésis, qu'est-ce que vous avez à ajouter? Ensuite, je redonne la parole à Alice. Moi, c'est vrai que je pense aussi à ses parents, sa maman, son papa, qui non seulement ont perdu leur fils et en plus voient leur fils dépeint comme le nazi, comme tu viens de le dire, Nicolas, c'est aberrant. C'est une double peine, en fait, c'est horrible. Yona du collectif Némésis qui est menacé de mort. Et moi, il y a un phénomène aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est la peur. La peur. Il y a des gens qui n'ont pas été manifestés parce qu'ils ont peur. Quand je dis manifester, se rendre à la marche parce qu'ils ont peur. La maman de Théo qui nous avait dit qu'elle devait aller à la marche n'a pas été parce qu'elle a eu peur. Mais oui, mais évidemment. Parce qu'ils ont des menaces. Vous, à l'Escordier, vous n'avez pas peur. Et c'est ce qui vous caractérise. Non mais c'est vrai, c'est important, vous n'avez pas peur. Ceux que l'on voit, ce sont les rares qui n'ont pas peur. J'ai rencontré des proches de Quentin, mais qui ont peur, qui partent, qui ont peur, qui se cachent parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, ils ont peur physiquement et de la mort sociale aussi. De la mort sociale, de la mort physique. Quand on se montre et qu'on défend Quentin, eh bien la gauche vous course. Hein. C'est quand même assez terrible. Sur tous les plans. Exactement. Alice Cordier, vous n'avez pas peur, vous, de la jeune garde? Si, moi j'ai peur de la jeune garde. J'ai peur, mais je n'ai pas envie d'arrêter. Mais en revanche, j'ai peur parce que je les connais. Et il y a un certain nombre d'informations qu'on a pu oublier de la part de ce mouvement, tant il y en a. Je rappelle quand même que la Jeune Garde a été dissoute par le gouvernement par décret à l'initiative de Bruno Retailleau. Malheureusement, on se rend compte que cette dissolution n'est pas effective. Il y a un recours au Conseil d'État, mais le recours ne veut pas dire que la dissolution n'est pas effective. Normalement, quand il y a dissolution, même s'il y a un recours, elle doit être appliquée. Et le Conseil d'État traîne. Totalement. Et on se rend compte que cette dissolution n'est pas vraiment très efficace, puisque je rappelle que Quentin a été tué visiblement, et l'enquête le dira, par des militants de la Jeune Garde. Les militants de la Jeune Garde, ce sont des militants face à qui nous, on est confrontés depuis un certain nombre d'années. Donc on a appris à les connaître. C'est aussi les connaître pour mieux combattre l'ennemi, n'est-ce pas? Quand on a Raphaël Arnaud qui est condamné pour violence en réunion, parce qu'ils sont allés chercher un jeune homme qu'ils pensaient être dans une manifestation, qu'ils soupçonnés d'être de droite, parce que c'est beaucoup de soupçons au sein de la Jeune Garde, qu'ils ont cherché à fouiller sur son téléphone, qu'ils ont plaqué au mur, qu'ils ont déshabillé, pour se rendre compte qu'à la fin, en plus, ce n'était peut-être pas un mec de cette manifestation-là. Mais il y a aussi quelque chose qui, moi, m'avait marqué et qui, aujourd'hui, est la cause de la dissolution, une des causes de la dissolution de la Jeune Garde, c'est notamment la promotion explicite de Boko Haram par un leader de la Jeune Garde. C'était en 2020, Ama Alou Seni, alias Luc Bavois, parce qu'ils utilisent tous des pseudos, n'est-ce pas ? Cofondateur avec donc Raphaël Arnaud, figure centrale de la Jeune Garde antifasciste à Lyon, ceux donc qui ont tué Quentin, posé fièrement sur un pick-up dans le désert, probablement au Niger, en train de faire la promotion ouverte de Boko Haram, organisation terroriste classée comme telle par la France et l'ONU. Capture d'écran et post Instagram montraient des messages comme Boko Haram pour toujours, avec point noir et flamme. Un soutien clair à un groupe responsable, je le rappelle, d'esclavage sexuel massif, d'enlèvement de fillettes et de viols systémiques.
organisation terroriste au demeurant. Donc on voit qu'il y a une hypocrisie totale, et ce jeune homme s'était fait connaître aussi parce qu'il avait relativisé et même moqué la mort de Samuel Paty en 2020 via une story Instagram. À force de critiquer et insulter la même religion, voilà le résultat. Cela avait été paru dans justement le décret de dissolution de la Jeune Garde, et je trouvais ça important aujourd'hui de le rappeler, parce que la Jeune Garde, c'est pas uniquement une organisation antifasciste, c'est une organisation qui est terroriste et qui a des liens avec l'islamisme. Merci Alice Cordier en direct sur Europe 1, qui est venue souligner le lien entre la Jeune Garde et Boko Haram, un lien dont personne ne parle. Merci Alice Cordier en direct sur Europe 1, directrice du collectif